IVe siècle avant Jésus-Christ, Grèce antique. L'empereur Alexandre le Grand, maître incontesté du monde connu, l'homme qui possédait tout, ou presque, décide de rendre visite à l'homme qui ne possédait rien, Diogène. Au moment où cette rencontre eut lieu, Alexandre le Grand venait d'accomplir ce qu'aucun chef grec n'avait réussi avant lui, ce qui lui vaudra son suffixe le Grand. Les cités autrefois rivales étaient soumises à son autorité. Ses ennemis avaient été vaincus, et il se préparait à lancer une expédition qui allait le conduire jusqu'aux confins de l'Asie, jusqu'à la frontière de l'actuelle Inde. Son nom inspire déjà admiration, crainte et fascination. À Corinthe, les ambassadeurs, les aristocrates, les stratèges et les philosophes les plus réputés s'étaient déplacés pour lui rendre hommage. Mais l'empereur cherchait quelqu'un d'autre. Il cherchait le vieux clochard philosophe qui était le grand Diogène. Tandis que les puissants se pressaient autour de lui, il partit à la recherche d'un homme qui ne possédait ni maison, ni fortune, ni fonction officielle. Cet homme vivait dans une grande jarre de terre cuite, à l'écart des conventions et des ambitions ordinaires. Lorsqu'il le trouva, Diogène était allongé au soleil. L'apparition du conquérant ne provoqua chez lui aucune réaction particulière. Il ne se leva pas, il ne le salua pas, il ne manifesta ni respect ni hostilité. Il regarda simplement Alexandre comme il aurait regardé n'importe quel autre passant. Cette tranquillité n'était pas de l'insolence. Elle venait d'une indépendance totale. Celui qui n'attend rien du monde n'a aucune raison de trembler devant ceux qui le dominent. Voici le récit exact de cette rencontre, tiré des œuvres de Plutarque. Alexandre espérait que Diogène de Sinope, qui vivait à Corinthe, viendrait lui aussi le trouver et le féliciter. Mais comme Diogène ne se souciait aucunement d'Alexandre et restait tranquillement au Cranéion, ce fut Alexandre lui-même qui se déplaça. Diogène se trouvait allongé au soleil. En voyant arriver tant de monde, il se redressa un tout petit peu et jeta les yeux sur Alexandre. Celui-ci, l'ayant salué, lui adressa la parole le premier pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose. « Écarte-toi un peu de mon soleil, répondit l'autre. Alexandre en fut profondément frappé, dit-on. Le philosophe le méprisait, mais lui, il admirait son dédain et sa grandeur, alors que ses compagnons en s'en allant riaient et se moquaient. Il leur dit « Eh bien moi, si je n'étais pas Alexandre, je serais Diogène. » Cette réponse contient à elle seule tout le paradoxe du cynisme antique. Celui qui possédait armée, richesse et territoire enviait un homme qui ne possédait rien. Le maître du monde reconnaissait chez le mendiant une forme de liberté qui lui échappait. Tout le reste de la légende de Diogène découle de ce renversement fondamental. Né à Sinope, en actuelle Turquie, sur les rives de la mer Noire, vers le début du IVe siècle avant notre ère, Diogène ne grandit pas dans la misère. Son père exerçait le métier de banquier et sa famille appartenait à une classe relativement aisée. Rien ne le destinait à devenir l'une des figures les plus radicales de l'histoire de la philosophie. Pourtant, à la suite d'un scandale lié à la monnaie de la cité, lui et sa famille furent contraints à l'exil. Les détails restent obscurs. Certains récits accusent son père, d'autres Diogène lui-même. Mais le résultat est connu, il se retrouva à Athènes dépouillé de son statut social. Là où beaucoup auraient tenté de reconstruire leur position, Diogène tira une conclusion différente. Peut-être, pensa-t-il, que ce qui avait été perdu ne méritait même pas d'être retrouvé. Il devint un disciple d'Antisthène, héritier intellectuel du grand Socrate. Celui-ci enseignait déjà que la vertu constituait le seul véritable bien et que la richesse, la réputation ou le confort n'avaient qu'une valeur illusoire. Diogène adopta ces idées, puis il les poussa jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes. Pour lui, la plupart des êtres humains vivaient prisonniers d'un gigantesque malentendu. Ils consacraient leur existence à poursuivre l'argent, la reconnaissance, le prestige ou le pouvoir, sans jamais se demander si ces choses avaient réellement de la valeur. Ils acceptaient les règles sociales comme des vérités évidentes, alors qu'elles n'étaient souvent que des habitudes collectives devenues invisibles à force d'être répétées. Diogène décida donc de mener une expérience philosophique grandeur nature. Il renonça progressivement à tout ce qui n'était pas indispensable. Son manteau, un bâton et une besace constituaient l'essentiel de ses biens. Et un jour, lorsqu'il vit un enfant boire directement dans ses mains, il jeta sa coupe. Lorsqu'il observa qu'un chien pouvait manger sans gamelle, il abandonna également la sienne. Chaque objet superflu lui apparaissait comme une dépendance inutile. Son idée entière visait à démontrer une idée simple. Plus nos besoins sont nombreux, plus nous sommes vulnérables. Chaque désir nous attache à quelque chose que nous pouvons perdre, chaque possession devient une source potentielle d'inquiétude, chaque ambition crée une nouvelle forme de servitude. À l'inverse, celui qui réduit ses besoins à l'essentiel devient difficile à contraindre. Cette conviction explique ses provocations célèbres. Il ne cherchait pas simplement à scandaliser. À travers chacune de ses transgressions, il posait une question.
Pourquoi cette règle existe-t-elle? Repose-t-elle sur une raison véritable ou seulement sur une habitude devenue convention? Les Athéniens finirent par le surnommer le chien, d'où le mot cynique. Là où beaucoup auraient vu une insulte, Diogène y trouva un compliment, il en fut fier même. Les chiens vivent conformément à leur nature, ils ne dissimulent ni leurs besoins ni leurs émotions. Ils n'obéissent pas aux hiérarchies artificielles, ils ne jouent pas de rôle. Il voulait atteindre cette même authenticité. Il voulait littéralement se débarrasser de tout le fait de l'humanité. Son objectif ultime était la liberté. Non pas la liberté politique dont se vantaient les cités grecques, ni même la simple indépendance juridique, mais une liberté intérieure plus profonde. Une liberté qui ne dépendrait d'aucune circonstance extérieure. Selon lui, l'homme véritablement libre est celui qui ne peut être acheté, intimidé ou manipulé parce qu'il n'existe rien d'essentiel qu'on peut lui retirer. Cette idée apparut avec force lorsqu'il fut capturé par des pirates puis vendu comme un esclave. Interrogé sur ses compétences, il répondit simplement « Je sais gouverner les hommes ». La formule semblait totalement absurde. Pourtant, même en captivité, Diogène conservait quelque chose que ses maîtres ne possédaient pas, la maîtrise de lui-même. Son corps pouvait être vendu, son esprit demeurait hors d'atteinte. Cette conception du monde influencera profondément les stoïciens qui viendront après lui, et dont une partie de la philosophie s'est un peu inspirée de la sienne. Épictète, ancien esclave de philosophe, ou Marc Aurèle, le célèbre empereur romain, développeront d'ailleurs tous les deux, chacun à leur manière, cette même intuition. La véritable souveraineté commence à l'intérieur. Parmi toutes les images associées à Diogène, aucune n'est plus célèbre que celle de la lanterne. En plein jour, il parcourait les rues avec une lampe allumée. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il cherchait, il répondait « Je cherche un homme juste ». Cette scène est souvent interprétée comme une simple critique morale. Elle est plus profonde que ça. Diogène ne cherchait pas quelqu'un de parfait, il cherchait quelqu'un d'authentique, un être humain dont les convictions ne changeraient pas selon le public présent en sa face. Quelqu'un qui vivrait conformément à ses principes plutôt qu'à l'opinion des autres. Selon lui, la plupart des individus passaient leur vie à porter des masques. Ils jouaient le rôle attendu par leur famille, leur cité, leur profession, leur époque. À force de jouer, ils finissent même par confondre leur rôle et leur personne propre. Ils finissaient par oublier qu'il s'agissait d'un rôle. La lanterne servait à révéler cette illusion. Diogène consacra son existence à arracher ses masques, aussi bien en lui-même que chez les autres. Sa critique ne s'arrêtait pas aux comportements individuels. Elle visait également les constructions intellectuelles et politiques de son temps. Lorsqu'il tournait en dérision certaines théories de Platon, ce n'était pas par un simple goût de la moquerie. Il reprochait à une partie de la philosophie de s'éloigner du réel au profit d'abstractions élégantes mais stériles. De même, lorsqu'il se déclara citoyen du monde, d'ailleurs c'est lui qui inventait ce terme, il remit en cause l'idée selon laquelle l'identité d'un être humain devait être définie exclusivement par sa cité d'origine. Dans un univers où chacun était d'abord athénien ou spartiate par exemple, il affirmait que l'appartenance fondamentale était plus vaste que toute frontière. Cette intuition allait traverser les siècles et nourrir l'idée d'une humanité commune. Diogène mourut en 323 avant Jésus-Christ, la même année qu'Alexandre, ce qui fut vu d'ailleurs comme un signe durant l'Antiquité. L'un avait bâti un empire gigantesque, l'autre n'avait laissé ni palais, ni armée, ni institution durable. Pourtant les conquêtes d'Alexandre se fragmentèrent rapidement après sa disparition. Quant à la question de Diogène, elle traversa les millénaires. Car au fond, toute cette philosophie tient dans une interrogation d'une simplicité déconcertante. De quoi avons-nous réellement besoin? Non pas ce que nous désirons, non pas ce que la société nous apprend à convoiter, non pas ce que nous craignons de perdre, mais ce qui est véritablement indispensable à une existence libre. La réponse de Diogène était radicale, beaucoup moins que ce que nous imaginons. Et c'est précisément pour cette raison que sa pensée demeure dérangeante aujourd'hui et qu'elle demeurera dérangeante à chaque époque de l'humanité car l'être humain vit en société. Et que la pensée profonde de Diogène était, comme son surnom le disait, le cynique, de vivre de façon non sociale, de vivre de façon animale même. Elle nous oblige à examiner chaque attachement, chaque ambition, chaque dépendance. Elle nous demande combien de nos efforts servent réellement à notre liberté et combien ne font qu'ajouter de nouvelles chaînes. Alexandre a laissé derrière lui des territoires. Diogène a laissé une question. Et cette question, plus de 2000 ans plus tard, continue de brûler. Finalement, Diogène ne mériterait-il pas aussi le titre de Le Grand? Je vous laisse à vous de juger ce que vous pensez du brouillon que cette vidéo comparée à la philosophie de Diogène. D'ailleurs, Diogène n'a laissé aucun écrit. C'est que des retranscriptions. Et sur ce, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, tchuss. Allez, ferme ta gueule!